السيدات والسادة، إنه لدينا شرف كبير أن يتم دعوتي هنا في هذا الملتقى الدولي الرافية واللطيفة. كما قلت قبل أمس، أظن أن لا يوجد مثل في العالم كله بهذا نفس الهدف. أود أن أشكر للمنظمة بعمق على كل من المسؤوليات المادية والروحية لهذه الجلسة، ليس فقط لكوني هنا أنا شخصياً، ولكن أيضاً لفكرة جمع الكثير من الناس حول فكرة التفكير في وضع التصوف أكثر تطرفاً ومشاكل العالم الحديث من أجل التطبيق من أجل عالم أفضل. أود أيضاً هنا أن أقدم بعض الأفكار الأساسية حول مسألات بسيطة ولكنها كبيرة من منظرية آخر، ألا وهي اعتبار للتصوف تراثياً أو موروث كما يفضلون. هذه النقاط حول تعميم التصوف ربما كان من منظور أيضاً مستقبل. أسمح لي أن أشرح لك أن عائلتي تعرضت لكبس في عام 1909 عندما رفضوا مواطنو برشلونة الدخول في حرب المغرب. اضطرت جدتي إلى سقيب من مدينة، وكانت أجي كريستيان جاء شاد بالعسكرية وعاش الكثير من المعاناة منذ ذلك الحين لعدة العقود. لا تنسى ذلك، لا تتوقع التفكير في التاريخ وأهمية الجهد العقلاني. على كل حال، وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات، أريد أن يدل إلى ليس حقيقة أن الدمار والأشياء البشعة جاءت فقط من الغرب، ولا فكرة إننا بالضرورة نحن في أسود العوالم الممكنة. نعم، ننتقل إلى اللغة الفرنسوية الآن. Il y a un dit afghanais très intéressant qui dit qu'on ne peut pas parler des choses de l'intérieur si on n'est pas dans l'intérieur. Mais on dit que si on est dans l'intérieur, on ne peut parler aux autres de ce qui se passe là-dedans. Non plus, ni les gens qui sont à l'extérieur parleront jamais avec succès de ce qui se passe à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les qualités de parler de l'extérieur et de l'intérieur en même temps sont extrêmement rares. Et moi, je ne suis pas cette personne-là. Par contre, je peux parler de l'extérieur et peut-être faire la moitié du travail en parlant de l'ensemble du soufisme comme héritage, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers siècles. Et peut-être, dans cette période, pour ce qui concerne les dernières 30 ans, moi j'étais un modeste témoin. Qu'est-ce que je peux dire sur tout ça? Ce qui peut être utile pour nous tous. D'abord, il faudrait dire que le soufisme, jusqu'au 19e siècle, était tellement intégré dans les sociétés islamiques qu'il n'avait même pas un mot. Il n'était même pas noté. Et que même, il faut ne pas oublier que ça c'était un chercheur allemand, Christopher Toluk, qui a développé le soufisme en tant qu'adjectif. Et ça devient une chose très importante, parce que ni la considération de soufi comme nisba,
qui était très rare dans le Maghreb, ni son développement comme catégorie abstraite, est une chose qui peut nous échapper. Ceci dit, l'étude du soufisme en Occident, ce n'est pas une chose purement de l'extérieur, ce n'est pas une chose qui vient de l'Occident, parce qu'on est ici dans l'Occident. Ça serait en opposition ridicule sur le plan au moins géographique, aussi bien que sur le plan des rapports culturels et aussi bien, en dernier lieu, sur ce qu'on essaie de comprendre, c'est-à-dire que dans l'histoire du soufisme, bien de l'extérieur ou de l'intérieur, bien des amis ou bien des ennemis, on a fait parfois d'approches correctes, parfois d'approches pas tellement correctes. Ça, c'est important, parce qu'au début du XXe siècle, ce qu'on savait, même les matériaux du soufisme, considérés physiquement, c'est-à-dire les manuscrits, c'est une chose qui était rarement connue, rarement compris au-delà de certains cercles très restreints. Et le soufisme n'a pu pas laisser d'être, pour le dire d'une façon ignorant de ce qui s'est passé autour de lui. Et donc, le soufisme, dans son intérieur, il a été pas seulement concerné, mais il a souffert, il a été exposé à se voir traiter lui-même, mais aussi à s'envisager de l'intérieur de plusieurs façons successivement. Et c'est important d'observer comment dans cette période, on a dit que le soufisme était que du folklore, on a dit que le soufisme était que un certain mystique, on a plus tard pensé que c'était en philosophie, en métaphysique, en éthique, un tas de mots qui ont été appliqués à tort et à droit. Eh bien, à mon avis, ces termes peuvent aider à se comprendre soi-même, à se comprendre de l'extérieur les phénomènes, mais il faut prendre un certain recul, une certaine distance. Pourquoi le soufisme serait tout ça? Pourquoi il serait en psychologie, en cosmovision? Et récemment, le soufisme serait considéré comme une source pour le managing, le coaching et le leadership. Pourquoi pas? Mais en même temps, il vaut peut-être mieux conserver les propres termes, les propres mots qu'il a utilisés lui-même pour se décrire et pour se concevoir. Et dans ça, je pense que les soufismes, en tant qu'héritage, doivent travailler justement, je ne dis pas à s'isoler, mais à être moins peut-être sensibles à ces phénomènes d'appropriation ou d'intérêt ou d'interchange autrement inévitables, mais assurer physiquement et matériellement et dans la terminologie son avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement penser que les bibliothèques humaines, qui sont le grand maître, doivent peut-être et surtout penser à la transmission de ces connaissances. À la transmission, ça veut dire la recherche d'élèves qui sont en condition de recevoir son héritage, tout simplement, afin que ça ne soit pas perdu. Chaque homme est une bibliothèque. Chaque grand cheikh est une grande bibliothèque. Et je parle là, de ce point de vue, comme je peux aussi bien m'intéresser parallèlement, et une chose ne va pas à l'encontre de l'autre, de se préoccuper pour cet héritage qui a été couché sur les papiers dans d'immenses et très intéressantes manuscrits qui contiennent des trésors dont on peut parfois dire que leur futur n'est pas assuré. Tout récemment, on a vu comment de très importantes bibliothèques, soit à Sarajevo, à Alep, à Tombouctou, à Kaboul, à Herat, ont disparu en face de nous. Et ça, il faudrait peut-être faire un effort. De la même façon que dans les domaines qui vont au-delà de ça, comme la musique, les arts, la littérature, tout ça sont des mondes qui conforment et que je crois qu'il ne faut pas laisser
à l'extérieur du monde du soufisme doivent essayer de s'efforcer pour garantir en préservation et en continuité. Ça, indépendamment des efforts de trouver justement cette applicabilité, ces résultats, ces projections vers le futur. Mais il faudrait, avec cet exemple aussi triste qui est celui de grandes bibliothèques, mais aussi la disparition physique de certains grands maîtres qui ont disparu à cause de la violence, n'est pas oublié que sans cette préservation, sans cette transmission, le futur serait dans aucun cas difficilement positif pour le soufisme. Et ça, c'est, je crois, le noyau où je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser que tous les efforts de compréhension qui sont venus de l'extérieur n'ont pas laissé des traces à l'intérieur du soufisme, comme je dis tout à l'heure. N'est pas oublié que les académiciens, il y en a de toutes sortes, qu'il y a eu, et ça c'est pas important pour certains, mais que je ne vais pas manquer d'oublier que les chercheurs parfois sont des chrétiens, parfois sont des juifs, parfois ils n'ont pas d'appartenance religieuse, mais tous ont fait sa propre apportation. Et donc, ça, je crois, c'est un des plus importants phénomènes culturels pour l'ensemble de l'histoire de l'islam, et particulièrement pour l'islam maghrébin, la naissance, la réapparition d'un intérêt pour ses présents, pour ses passés et sa projection d'avenir. Cette sorte de démarches se sont passées dans l'histoire à plusieurs reprises. En Occident, c'est justement ce qu'on appelle tout simplement la Renaissance. La Renaissance, c'est fondamentalement et en premier lieu une étude, un effort de récupération d'un passé qu'on jugeait prestigieux. Et si on parle aujourd'hui de Renaissance, si vous voulez, vous pouvez choisir un autre nom. On ne va pas discuter sur le terme, sur le mot. Ce qu'importe, c'est de voir que cette Renaissance, ces efforts de récupération sont quelque chose qui a sillonné l'humanité et qui peut donner un futur brillant à l'ensemble de ces communautés soufis partout dans le monde. Et je vais finir donc avec cette vision d'espoir, cette vision de recueillir des fruits qui ont été sémés parfois très loin dans l'histoire, parfois par des hommes très isolés, qui ont attendu un moment meilleur, un héritage qui peut par lui-même donner des résultats dont on ne peut pas prévoir ce qui va être les résultats, mais qui peut être aussi bon que aussi moins bon. Et pourquoi pas, et en étant ici, avoir un signe qui nous pointe vers cette futur de reconstruction et de création d'un soufisme comme héritage brillant qui honore l'ensemble de l'histoire de l'islam. لتلخيص نقل لتعليمة كانت الصوفية مستودعا خفيا للانقياسات والثقافات الروحية العالية. لقد كان مكانا لحفظ العلم العربي والعديد من المذاهب الأخلاقية والعقلانية والوجودية والدينية. ليس جديدا في التقاليد الثقافية الكبيرة أن ننتظر إلى الماضي للحصول على الإلهام. في الغرب تسمى هذه الظاهرة عصر النهضة. مع ذلك فإن هذا نوع من النهض ليس بالضرورة جيدا أو سيئا، فهي تعتمد على استخدام هذا التراث. فيما يتعلق هذا اسمح لي أن أذكر أن في بلادي أفضل الوارثين ليس من السهل دائما أن يكون أولي المنشأ، ولكن الأرفلين. في الحديث المشهور حول ازدهار الإسلام في الغربة وانتهائه في الغربة، يكون
في هذا الكلمة غربة بالنسبة لي إشارة يدل إلى الغرب فعلا. أتمنى التوفيق لجميع الغرباء في العالم الذين تتصف بآرائهم وأعمالهم الصالحين، وشكرا جزيلا.